Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Jonathan Filion et bienvenue à l'émission In Topo. Aujourd'hui, on parle des sacrifices que les athlètes doivent faire pour atteindre un niveau de compétition élevé. Mes collaborateurs seront Jean-Philippe Daigle, Pierre-Olivier Bouchard et Dave Duchemin. Bonjour Dave. Bonjour Jonathan. Toi, tu as rencontré des athlètes olympiques et qui dit olympique dit également un style de vie très particulier. À quoi ça ressemble exactement? Effectivement, en fait, je me suis entretenu avec les gens de l'équipe nationale de patinage de vitesse. Alors, j'ai cherché à savoir avec eux trois aspects particuliers en fait que j'ai abordés. Alors, premièrement, j'ai cherché à savoir au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'eux devaient manger avant une compétition, est-ce qu'ils étaient suivis, en fait, comment se faisait le suivi aussi, tout ça. Par rapport à ça, ensuite, j'ai parlé aussi de la conciliation travail-études avec eux. On sait que ce n'est pas évident pour eux, les athlètes de haut niveau, quand ils ont des compétitions internationales, d'aller aux études. Alors, comment c'était la conciliation à temps plein, temps partiel? J'ai élaboré tout ça avec eux. Et puis, en terminant aussi, j'ai parlé au niveau de la famille et des amis. Comment c'était, en fait, la relation qu'ils vivaient avec leurs amis? Est-ce qu'ils avaient le temps de voir leurs amis? Est-ce qu'ils avaient le temps de sortir malgré leur compétition? En fait, c'est un aspect qu'on verra dans le topo que je vous ai préparé. Et puis, quel athlète as-tu rencontré? Bien, j'ai parlé tout d'abord avec le champion du monde de patinage de vitesse, Charles Hamelin. Aussi, j'ai parlé avec François-Louis Tremblay, qui provient de la région, lui qui est natif d'Alma, ainsi que Marie-Ève Drolet, elle qui est née aussi à la Terrière, alors deux patineurs de la région. Et puis, en terminant, je me suis entretenu avec Éric Bédard, lui qui est l'entraîneur de l'Italie, mais qui est un ancien athlète du Canada, donc c'est un peu le visage de l'autre côté, comment on voit ça. C'est intéressant. Eh bien, merci beaucoup, Dave. On s'en va voir ton topo. Pour devenir un athlète olympique, plusieurs sacrifices sont nécessaires. Pour certains, il faut quitter le nid familial très rapidement. Pour d'autres, il faut s'armer de patience et de détermination. Sans parler des sacrifices physiques. Pour atteindre un tel niveau de performance, un athlète doit être totalement dédié à son sport. Ces personnes doivent surmonter plusieurs obstacles dans leur jeunesse avant de pouvoir accéder à l'élite mondiale, comme les patineurs de vitesse qui étaient de passage à Chicoutimi à la fin du mois d'octobre dernier. Pour eux, comme pour toutes les autres disciplines, l'entraînement est une partie importante de leur réussite. Une année d'entraînement pour nous, c'est une saison, c'est 11 mois. On commence à s'entraîner au mois de mai. Puis c'est 6 jours par semaine, 2 fois par jour, 2 à 3 heures par entraînement. Donc c'est entre 5 et 6 heures par jour d'entraînement. À part ça, on a peut-être quelques fins de semaine par-ci, par-là de congés durant l'année. Sinon, c'est du patin, du gym, de la course, du vélo ou des compétitions. Avec ce rythme de vie, il est important d'avoir beaucoup d'énergie, d'où le besoin de bien s'alimenter. Des fruits, des légumes et beaucoup de viande sont la base de leur alimentation quotidienne. Certains athlètes prennent ça à différents niveaux parce que c'est personnel aussi. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit, mais vraiment, on a l'information disponible. Si on veut appliquer une diète, on peut. Mais je vous dirais qu'en réalité, moi, la manière je vois ça, c'est que c'est le gros bon sens. Donc, pas de junk food, pas de chips, pas de boissons gazeuses, ces choses-là. C'est juste pour garder une base plus normale, donc, avec plus de légumes, beaucoup de viande. On s'entend que c'est bien mangé, c'est assez commun. Puis d'avoir un certain contrôle là-dessus, c'est un bon début. Outre ces sacrifices physiques pour atteindre le sommet, plusieurs autres aspects de la vie passent en deuxième durant leur carrière sportive internationale. Par exemple, les études de ces jeunes athlètes sont souvent retardées, mais ceux-ci ont la chance de s'instruire autrement. J'ai mis beaucoup de temps à terminer mon école, puis là, je suis encore dans mon bac. Puis, c'est sûr que là, on étend un peu la carrière scolaire avant de terminer. Là, donc, c'est sûr que je vais arriver sur le marché du travail beaucoup plus tard que quelqu'un de normal. Mais on acquiert beaucoup d'autres expériences ailleurs aux Olympiques, en Coupe du Monde, en voyageant, en étant dans une équipe. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on apprend, mais c'est un sacrifice à faire. Les amis et la famille sont également mis de côté au détriment de la pratique du sport qui occupe la vie d'un athlète pratiquement toute l'année, que ce soit à Montréal pour les entraînements ou partout ailleurs pour les compétitions. Pour moi, les amis, c'est difficile. J'ai perdu un peu d'amis comme ça parce que, les soirées, je ne vais pas, puis je suis fatiguée. Mais, au niveau, j'ai mon conjoint, puis je trouve qu'on est vraiment une belle équipe, lui et moi. C'est sûr qu'on est capable de voir nos amis, mais pas autant qu'on voudrait. C'est sûr que j'aimerais ça avoir plus de temps pour aller voir aussi ma famille. Ma famille, c'est aussi une partie que j'aimerais voir plus souvent, mais il faut faire les sacrifices. Le quadruple médaillé olympique Éric Bédard a passé par toute cette panoplie de sacrifices durant sa carrière. Avec sa nouvelle vocation d'entraîneur de patinage de vitesse en Italie, ce sont de nouveaux sacrifices qu'il doit maintenant surmonter jour après jour. Trouver sur le côté des entraîneurs,
2 ans au sein du Canada, l'équipe junior. Et puis après ça, bien, comme je me suis expatrié en Allemagne, 2 ans en Allemagne à temps plein. Là, c'est la 2e année en Italie, plus à temps partiel. Alors, c'est un choix difficile. C'était un peu sortir de ma zone de confort. Facile de coacher au Canada pour moi. C'était facile de parler français, de développer des jeunes. J'ai toujours coaché, j'ai toujours ordonné. Mais quand j'ai eu la chance qu'un pays comme les Allemands qui m'ont appelé pour emmener l'équipe à terme aux Olympiques de Vancouver, je ne pouvais pas mieux tomber en train de sortir de zone de confort. Une nouvelle langue, un nouveau pays, plonger à 100 %. Dave Duchemin au centre Georges Vézina, à Saguenay. On est maintenant avec Pierre-Olivier Bouchard. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour. Toi, tu as rencontré le gardien de but des Saguenayens de Chicoutimi, Christopher Gibson, et qu'y a-t-il de particulier avec lui? Mais ce qu'il y a de particulier avec Christopher Gibson, c'est que lui a dû quitter sa Finlande natale dès l'âge de 16 ans pour pratiquer son sport qui est le hockey sur glace. Donc lui a traversé l'Atlantique dès son jeune âge et puis s'est ramassé tout seul de l'autre côté, sans ses proches et sans ses amis. Mais peu importe l'âge, ça doit toujours être difficile pour un athlète de quitter sa famille. Oui, bien c'est certain que tu pars d'un endroit que tu aimes et que tu connais pour t'en aller dans l'inconnu. Christopher Gibson, lui, si on prend son exemple, a été repêché par les Kings de Los Angeles, donc devra encore refaire la même démarche et puis se retrouver un nouveau chez soi et puis s'habituer à un nouvel endroit encore une fois. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. On va voir ton topo. Si vous abordez quelqu'un dans la rue et que vous lui demandez quel est le plus grand sacrifice qu'un sportif doit faire durant sa carrière, la réponse sera probablement la souffrance. En effet, c'est une réalité avec laquelle doit composer plusieurs joueurs. Mais une autre réalité n'est pourtant pas à négliger, le fait d'être loin de sa famille et loin de ses amis. C'est une vie à laquelle a dû s'adapter Christopher Gibson, le gardien des Saguenayens de Chicoutimi. Chaque jour, c'est au centre Georges Vézina que Christopher Gibson se rend pour pratiquer le sport qui l'a amené loin de chez lui, le hockey sur glace. Christopher a quitté sa Finlande natale à 15 ans pour venir apprendre le hockey en Amérique du Nord. Le gardien de but a donc dû quitter sa famille et ses amis et il soutient que même si c'est difficile par moments, ces événements l'ont beaucoup fait grandir en tant que personne. Oh, it's tough sometimes, but I can't say that I'm getting used to it, but it's something that I grew as a person when I moved when I was 15 years old to Saskatchewan, so it was a big change for me, and now, like I said, I talk to them every week, so it's easier, but it's not easy. Christopher soutient que les premiers mois sont souvent les plus difficiles. Dans son cas, il appelait sa mère chaque jour pour lui dire qu'il voulait retourner chez lui. Avant d'arriver à Chicoutimi, Christopher a aussi fait un séjour en Saskatchewan. Après la Finlande, l'Ouest canadien et le Québec, le jeune homme de 19 ans se rapportera, après son stage junior, aux Kings de Los Angeles, l'équipe de la Ligue nationale de hockey qui l'a repêché en 2011. Un autre défi que le Finlandais se dit prêt à affronter. It's a new change for me. I like to have challenges in my life, and moving here was a challenge because I didn't speak French. But now that challenge is going away because I'm able to speak, but I'm a bit shy still to speak French. So now going to Los Angeles, it will be another big change. But I'm ready for that step in my life, and hopefully everything will go great. Il n'y a pas de moyen miracle pour contrer un tel éloignement. Selon Christopher Gibson, chaque athlète a ses manières propres à lui. Selon son entraîneur, Marc-Étienne Hubert, une façon efficace d'aider les jeunes est de bien les encadrer. Non, c'est juste d'être conscient que c'est des jeunes qui partent de loin, puis d'être là pour eux autres, écouter s'ils ont besoin de jaser, puis s'assurer que tout est correct à la pension, puis au hockey, dans la vie de tous les jours, bien les encadrer, les supporter. Dans le cas de Christopher Gibson, la façon de passer au travers est de se remémorer qu'il a le soutien de ses proches, peu importe où il est. C'est de cette façon qu'il a réussi à s'adapter à sa nouvelle vie et à sa nouvelle ville. C'était Pierre-Olivier Bouchard pour InTopo. On termine avec Jean-Philippe Daigle. Bonjour. Bonjour. Depuis le début de l'émission, on parle des sacrifices que les athlètes doivent faire pour atteindre un haut niveau de performance. Toutefois, les sacrifices ne sont pas faits que pour la performance, mais également pour la santé des athlètes. Oui, eh bien, j'ai rencontré Alexandra Tremblay qui joue au basketball pour les Cougars du cégep de Chicoutimi. Et elle, cet été, les médecins ont découvert une tumeur qui était toutefois bénigne dans le haut de sa colonne vertébrale, dans la région du cou. Mais même si la tumeur n'était pas maligne, elle pouvait se développer. Donc, il a fallu qu'il fasse des traitements pour contrer le développement de sa tumeur. Et en quoi ces traitements ont affecté son entraînement? Bien, ils l'ont empêché de s'entraîner pendant 3 mois puisqu'elle ne pouvait pas subir de choc du tout pendant cette période de 3 mois-là, après avoir subi ces traitements-là. Donc, évidemment, ça a énormément affecté ses performances. Jean-Philippe, merci. On va voir ton topo.
Si beaucoup d'athlètes voient leur entraînement être compromis par les blessures, d'autres sont plutôt touchés par la maladie. Ils doivent donc s'éloigner du jeu pour ne pas compromettre leur santé. C'est le cas de la joueuse de basket-ball des Cougars de Chicoutimi, Alexandra Tremblay. Les médecins ont trouvé une tumeur dans la moelle épinière d'Alexandra à l'automne dernier. Elle a dû être opérée pour retirer la masse. Une biopsie a alors démontré que la tumeur était bénigne. L'intervention l'a toutefois tenue à l'écart du jeu pour une durée de 3 mois. Pour éviter les complications, elle a dû revenir à l'action de façon progressive. Son retour au jeu, elle l'a fait progressivement parce qu'au niveau des contacts, son médecin voulait qu'en raison de la biopsie, qu'elle y aille prudemment. Il donnait un délai de 3 mois avant qu'elle puisse revoir des contacts physiques. Ce délai-là était passé. Elle a eu la permission de rejouer, fait qu'elle a commencé à se réentraîner avec nous autres sans jouer. Puis par la suite, elle a pu intégrer les matchs à ce moment-là. Alexandra devra subir des traitements de radiothérapie en avril afin d'empêcher le développement de cette tumeur. Même si elle est bénigne, elle peut toujours se développer et devenir maligne si elle n'est pas traitée correctement. Pour ça, il va falloir que je fasse des traitements de radiothérapie pour stopper ma tumeur, dans le fond, parce qu'elle est en évolution, dans le fond. Le plus difficile pour Alexandra a été de revenir à la compétition au même niveau qu'avant. Elle doit aussi mettre de côté les craintes qui viennent avec un retour au jeu suite à une absence prolongée. Et pour elle, c'est une marche aussi qui est difficile. Il faut qu'elle reprenne le rythme. Elle ne veut pas l'arrêt qu'elle a eu du basketball. Il faut qu'elle reprenne ce rythme-là. Elle doit vaincre aussi ses craintes. Parce qu'elle ne veut pas, la tumeur qu'elle a est encore présente. Le contact physique au basket, on pense que ce n'est pas un sport de contact, mais c'est un sport de contact. Alors, elle doit apprendre à vivre avec ça également, sur le terrain, s'adapter. Alors, ça lui demande une adaptation, mais dans les derniers matchs, ça semble se replacer là, pour elle. Heureusement pour Alexandra, ces traitements ont pu être reportés afin de lui permettre de terminer la saison de basket-ball. Toutes les interventions seront mises en place cet été afin de traiter sa tumeur. Jean-Philippe Daigle pour InTopo. Alors, c'est tout pour cette édition de l'émission InTopo. Merci à mes 3 collaborateurs, à nos diffuseurs, ainsi qu'au Club de boxe Saguenay qui nous a accueillis pour le tournage de cette émission. Chers téléspectateurs, au revoir.